Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez également tous les jours en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. À la une de l'actualité ce soir, la séquence Banque Centrale qui redémarre avec une série de décisions et de communications de Banque Centrale attendues dans les prochaines heures et les prochains jours. La Banque du Japon a maintenu un statu quo à l'occasion de sa réunion la nuit dernière. Le statu quo attendu également du côté de la Réserve fédérale américaine avec cette grande question, qu'est-ce qui fera à un moment bouger la Réserve fédérale américaine qui reste pour l'instant dans une position d'observatrice par rapport aux décisions de politique économique notamment qui sont prises par l'administration Trump depuis son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. La prochaine décision importante, semble-t-il, aura lieu début avril avec une nouvelle vague de tarifs dite de tarifs réciproques qui doit être annoncé par l'administration Trump. Autant vous dire qu'à ce stade, les contours de ces tarifs réciproques restent encore extrêmement flous et donc la Fed justifie à ce stade encore sa position d'observatrice et puis nous aurons demain des décisions du côté de la Banque d'Angleterre et de la Banque nationale suisse également. Dans ce contexte, l'Europe boursière confirme son retour avec une séance positive encore pour la plupart des indices actions en Europe, même si on notera une petite faiblesse du DAX aujourd'hui, qui a été un des grands leaders quand même de ce run sur les actions européennes, grand leader des dernières semaines et des derniers mois. On prend peut-être un peu de profit désormais sur la thématique allemande après le vote du Bundestag hier, mais pour le reste, les indices européens continuent de progresser avec un CAC 40 qui se rapproche à nouveau des 8200 points. L'Europe de retour, nous en parlerons largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous ferons place à l'éducation financière. Nous sommes en pleine semaine de l'éducation financière et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, nous accueillerons le directeur général honoraire de la Banque de France, Marc-Olivier Strauss-Kahn. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, une tendance somme toute positive pour les marchés boursiers, notamment en Europe. Oui, en Europe, les indices évoluent en ordre dispersé. Le DAX allemand consolide aujourd'hui après la séance d'hier rythmée par le vote au Bundestag du plan de réarmement de l'Allemagne. En France, le CAC 40 est en territoire positif pour la 4e séance de suite et se rapproche de ses records, proche des 8200 points. Aux États-Unis, les indices ouvrent en hausse après une séance de repli hier. Globalement, la tech américaine reste sous pression depuis ces dernières semaines, mais aujourd'hui, le Nasdaq regagne environ 1% à l'ouverture. Les investisseurs restent par ailleurs attentifs à la situation géopolitique après l'appel téléphonique hier entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Oui, un appel durant lequel Vladimir Poutine a pu dérouler ses conditions. L'appel s'est conclu par un accord sur une trêve de 30 jours limitée qui concerne les infrastructures énergétiques uniquement et pas donc les infrastructures civiles. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky annonce qu'il va parler avec Donald Trump pour en savoir plus sur le contenu de l'échange téléphonique entre les États-Unis et la Russie. Semaine marquée également par des décisions de banque centrale. La décision qui a été rendue d'ores et déjà, c'est celle de la Banque du Japon. Oui, avant de prendre connaissance des décisions de la Banque nationale suisse et de la Banque d'Angleterre demain, c'est la Banque du Japon qui a rendu sa décision monétaire et qui maintient inchangé ses taux directeurs à 0,50%. Et puis côté macro, les investisseurs ont pris connaissance de la seconde estimation pour l'inflation en zone euro au mois de février. Oui, l'inflation de l'ensemble de la zone euro a été révisée en légère baisse après la première estimation, en hausse de 2,3% sur un an et à plus 0,4% sur un mois. L'inflation cœur, hors alimentation et énergie, est revue à la baisse sur un mois à plus 0,5% et a été confirmée en hausse de 2,6% sur un an. Que dire de la situation des marchés obligataires aujourd'hui, Pauline ? En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,80% aujourd'hui. En France, le rendement à 10 ans s'établit à 3,45%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est parfaitement stable, toujours autour de 4,30%. Enfin, sur le marché des changes, l'euro-dollar se détend un peu sous 1,09 après avoir touché hier 1,0950. Et puis dans l'actualité des entreprises, Nvidia a présenté hier de nouvelles puces. Oui, il s'agit du modèle GPU Blackwell Ultra, une version améliorée de la puce Blackwell. Ces nouvelles puces seront disponibles un peu plus tard dans l'année. Cela a été annoncé à l'occasion de la
la conférence annuelle pour les développeurs. Le titre ouvre en hausse de 2% aujourd'hui après avoir cédé 3% hier. Enfin, quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de la décision de la Banque d'Angleterre qui devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés à 4,50%. On attend aussi la BNS demain. Toujours du côté des banques centrales, Christine Lagarde s'exprimera demain. Enfin, du côté des résultats, on attend ceux de Micron, FedEx et Nike. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Isabelle Hainaut est avec nous, responsable de la stratégie de marché de BNP Paribas, banque privée. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver autour de ce plateau avec à nos côtés également Benoît Vesco, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et ravi d'accueillir également Sébastien Malafos. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant Healthcare chez Edmond Rothschild Asset Management. Parlons de l'Europe, Isabelle, et de cet engouement peut-être historique pour les actions européennes. On se connaît depuis quelques temps et c'est vrai que c'est rare de vivre des moments aussi forts comme ça sur l'Europe. Alors il y a l'aspect politique bien sûr et puis il y a ce qui se passe sur les marchés boursiers. Bank of America mène une grande enquête mensuelle auprès des gérants d'actifs dans le monde. L'enquête du mois de mars est sans appel. L'engouement pour les actions européennes se traduit par une hausse du positionnement de quasiment 30 points. Quand en face de ça, j'allais dire, le désamour pour les actions américaines se traduit par une baisse de l'exposition aux actions américaines de l'ordre de 40 points. Jamais on n'a vu ça dans l'histoire de ce sondage et de cette enquête menée par Bank of America. Oui, c'est sans doute ça un petit peu l'exception parce que l'engouement européen dans un engouement global, on l'avait pu le voir, mais effectivement, une telle disparité entre les États-Unis et l'Europe, c'est un peu plus rare. Mais c'est surtout assez exceptionnel quand on regarde ces mêmes opinions sur la fin d'année 2024. On était plutôt sur une sous-pondération massive de l'Europe en faveur d'une surexposition. Donc le virage a été assez brusque. Il n'est pas uniquement lié aux dernières semaines. Il a vraiment commencé en début d'année. En fait, sans doute qu'il y avait quand même un besoin de rééquilibrage des portefeuilles dans une optique de gestion du risque. Je pense que ça a été un peu l'émergence. Et puis après, l'ensemble des événements qu'on a vus sur les dernières semaines a vraiment milité en faveur d'un redémarrage. Pour des raisons de valorisation, c'est certain. Mais forcément, à partir du moment où on commence à parler investissement et montant de capitaux à déployer, forcément... Le marché aime. Les investisseurs aiment ça. Mais vous dites le point de départ de cette rotation, c'est quand même le besoin pour les investisseurs de sortir du marché américain, ou en tout cas de se désensibiliser d'un marché américain ultra concentré autour d'une poignée de valeurs, enfin, un phénomène qu'on a beaucoup décrit. D'ailleurs, ça marchait dans la hausse, ça marche aussi dans la baisse. Ce sont quelques valeurs qui baissent fortement, qui font baisser le marché américain. Mais c'est cette situation-là qui a déclenché pour vous cette rotation. Il y a eu vraiment cette notion de gestion du risque en tout début d'année, mais c'était dans un mouvement un peu global. Donc, quelque part, ça s'est moins vu sur le marché. Là, on a plutôt, alors avec le stress des 15 derniers jours, il y a eu des sorties massives aussi sur les marchés actions en faveur des marchés obligataires. Mais dans cette sortie massive sur les 15 derniers jours, c'est une sortie très flagrante sur les marchés américains avec un positionnement positif sur l'Europe. C'est là où il y a quelque chose de beaucoup plus marqué. Mais globalement, on a vu quand même un début de repondération depuis le début de l'année, mais c'était un petit peu plus indolore, donc ça c'était un peu moins perceptible. Mais quand on regarde la performance, et sans doute que même le point de départ, il faudra regarder de manière précisément, mais quand on regarde l'évolution du DAX, le DAX a redémarré au moment où au mois de novembre, quand on a annoncé des élections anticipées. Le vrai redémarrage du DAX a été là. Ça n'a pas été contagieux à l'ensemble de l'Europe, mais ça a été le premier signal qui s'est confirmé alors qu'on était dans un pessimisme avec les élections américaines très fort au détriment de l'Europe et très favorable aux États-Unis. Donc il y a vraiment une gestion du risque qui s'est opérée et qui s'accélère avec les capitaux. Benoît, sur cette rotation éclair. Alors, j'oublie pas d'où on vient. Je ne sais combien de dizaines ou de centaines de milliards d'euros ou de dollars sont sortis des marchés actions européens ces dernières années. Donc, on a quelques pouillèmes, entre guillemets, ou quelques pourcents qui reviennent aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en quelques semaines, la variation de sentiment et de positionnement des investisseurs est assez spectaculaire. Ouais, le retournement est très impressionnant, parce qu'il y a vraiment un changement de paradigme, je pense. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord ce mouvement qu'on vient d'expliquer, de besoin de rééquilibrer ses portefeuilles et qui est somme toute assez logique et simple, puisqu'on savait que la performance des marchés américains, elle est portée par cette grande entreprise. On sait tous que ça amène des risques à un moment donné. Donc il y a eu ce mouvement qui était sain. Et puis ensuite,
ce plan allemand qui vient confirmer ce mouvement et rassurer les investisseurs et donner de nouvelles perspectives qui vraiment, je pense, nous font rentrer en Europe dans une nouvelle dimension. Et là, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. On a un plan qui est fait par les Allemands sont ceux qui ont les moyens. À la hauteur des enjeux, c'est un plan de long terme, donc c'est un plan d'investissement. C'est pas le feu de paille de soutien de la consommation qui donne un peu de souffle à la croissance temporairement et puis qui retombe ensuite aussi vite. C'est ciblé géographiquement puisqu'on est là dans un regain de souveraineté en Europe, donc ça va se diffuser au sein des pays européens. Alors, l'Allemagne sera le premier bénéficiaire, il faut être clair, mais ça va se diffuser. On a la chance en France d'avoir quand même quelques grands champions en défense. Bon, je pense que forcément on en bénéficiera. On n'a pas cette chance d'avoir les moyens budgétaires, mais on a au moins les entreprises. On a une base industrielle. Voilà. Encore. Et donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui est très intéressant puisque c'est de l'industrie, c'est aussi de la haute technologie potentiellement, et c'est bien de l'investissement productif. Ça fait aussi le travail de la BCE. La BCE a toujours été là dans les moments critiques, mais elle était seule. Là, enfin, elle a la capacité d'avoir un soutien politique affiché qui va dans le bon sens. C'est pas j'augmente ma dette pour faire de la dépense de fonctionnement, c'est j'augmente ma dette pour faire de l'investissement productif. Ça, elle ne peut que l'apprécier. Alors, c'est du moyen terme, ça ne va pas se délivrer dans les mois à venir. Donc ça demande quand même de le valider, de vérifier que tout ça se met en place. Il y a encore un petit sujet politique en Allemagne qu'il faut bien finaliser. Mais là, on a vraiment quelque chose qui change la donne. Et donc, d'où ce mouvement qui s'affirme Europe versus US, qui est vraiment très positive et qu'on peut que confirmer et saluer. Et ça redonne quoi? Une place stratégique pour des actifs européens dans des portefeuilles un peu globaux où la part de l'Europe, alors je ne vais pas dire que l'Europe était devenue ininvestissable, on n'était pas la Chine non plus, mais pas loin, quoi. Oui, là on redonne du moteur et de l'essence sur différents secteurs. Alors il y avait plusieurs secteurs qui étaient un peu favorisés, mais ça on le savait déjà. Les bancaires particulièrement, c'était je suis en dehors de la guerre des tarifs quand je suis une banque européenne. Donc c'était un peu le havre de paix pour un investisseur européen. Pas de souci. Mais là on diffuse à l'industrie, la défense, l'industrie, l'automobile, peut-être les renouvelables. Donc on voit que petit à petit tout ça peut s'élargir à d'autres secteurs et se diffuser de manière beaucoup plus large. Donc oui, on se redonne de nouvelles perspectives sur différents secteurs. Et c'est pas juste je cherche le refuge. Là, c'est je cherche le potentiel de croissance. Pas du tout la même logique. Les clients privés, ils accompagnent ce mouvement, Isabelle ? Oui, je pense qu'ils l'entendent. Alors, ils ont été très friands forcément de la tendance qu'on avait sur les grandes technologiques. Donc, accompagner la gestion du risque, ça s'entend toujours. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on rééquilibre des portefeuilles. On a beaucoup parlé des États-Unis, mais on le disait, c'était vraiment une performance sur une poche d'actions. Il y avait quand même aussi beaucoup de secteurs qui n'ont pas eu le même niveau de valorisation. Donc, c'est ce qui corrige sur les dernières semaines. Il ne faut pas pour autant oublier ces segments-là qui ont quand même une dynamique entière et où il y a aussi des fleurons. Mais effectivement, on retrouve une forme d'équilibre. On a une part d'Europe conséquente dans les portefeuilles avec une part d'États-Unis. Pas sur les big tech, mais beaucoup plus diversifiés. Bon, et puis c'est vrai qu'on a été aveuglé par ces sets magnifiques depuis 2-3 ans, mais on a fait le point hier sur le secteur bancaire européen. Et si on prend comme date de départ janvier 2022, c'est-à-dire plus de 3 ans en arrière, on a une surperformance du secteur des banques européennes. Pas par rapport au marché américain dans son ensemble, par rapport aux stars du marché américain que sont les 7 magnifiques. Donc il y a ce qui shine, ce qui brille, et puis il y a ce qui brille peut-être un peu moins, mais qui délivre quand même plus de performance. On a eu quand même les planètes ont été beaucoup plus alignées que pendant les 10 ans qui ont précédé, notamment sur la partie européenne. On voit qu'on a quand même digéré une réglementation qui a été quand même assez importante et qui a apporté un secteur extrêmement sain et très bien capitalisé aujourd'hui. La réglementation a eu aussi des vertus parce que les banques, elles sont extrêmement solides aujourd'hui en Europe. Donc, quand on traverse des périodes un peu plus troubles, il faut mettre en avant cette capitalisation. Et puis, avec l'inflation, ça a aussi ramené des taux d'intérêt qui ont ramené de la marge, donc qui ont profité à un segment de banques beaucoup plus, alors celles qui étaient beaucoup plus adossées à du crédit court terme, donc les banques du nord de l'Europe ou du sud de l'Europe
les banques des pays cœurs en ont moins profité, mais vont commencer à profiter de la pontification aujourd'hui. Et on a été dans un environnement qui, effectivement, a permis au secteur bancaire de retrouver ses lettres de noblesse dans le financement aussi. Donc, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui a fait qu'on a accompagné le mouvement. Alors, je pense qu'effectivement, en plus, c'était plus protecteur sur la période un petit peu plus récente. Et le chemin, il est pas du tout fini. On était sur une sous-valorisation extrême. Aujourd'hui, on est toujours en sous-valorisation. Ouais. À partir du moment où on est en train de se dire qu'on baisse les taux d'intérêt, que ça devrait être favorable à redémarrage de l'Europe aux indices manufacturiers, ce sera favorable aux valeurs bancaires en conséquence. Donc, il y a encore du chemin à avoir sur ce segment-là. Dans cette grande rotation-là, où est-ce que vous placez les enjeux pour le secteur de la santé, Sébastien, que vous suivez spécifiquement? Alors, il y a peut-être le secteur européen de la santé, le secteur américain de la santé. Ce sont peut-être deux histoires différentes, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est vrai que la santé, il faut la regarder de manière globale, parce que même si vous regardez des petites sociétés, c'est très souvent des multinationales qui vendent sur tous les marchés. Alors, c'est sûr qu'en Europe, les valeurs européennes de la santé ont plutôt une bonne performance cette année, mais elles sont un peu milieu de tableau par rapport au reste du marché. Elles ont juste bénéficié, on va dire, de la montée des eaux. Par contre, aux États-Unis, marché qui va un peu moins bien, là, les valeurs santé surperforment. Et comme les États-Unis restent quand même le gros marché au niveau mondial, si je regarde un peu plus loin maintenant, au niveau mondial, la santé est quasiment le meilleur secteur en termes de performance depuis le début de l'année. Je crois qu'il y a les matériaux qui sont juste devant, mais sinon la santé a une très très bonne performance. Et effectivement, c'est le côté défensif du secteur qui, au plan mondial, est plutôt recherché par les investisseurs. D'accord. À commencer par cette recherche d'un aspect un peu plus défensif sur le marché américain, c'est ça, Sébastien, qu'il faut comprendre. Défensif, et puis aussi retard de performance. 2023-2024, en relatif au marché, ont été des années compliquées, où le secteur a eu 15 points de sous-performance par rapport au marché mondial. Donc il y a un effet de rattrapage évident. On est en train de solder la décrue post-Covid, où on a tous les revenus et profits exceptionnels des vaccins, des antiviraux qui ont disparu. Et enfin, maintenant, on a nettoyé tout ça. Tous les effets boom-bust du Covid là, sont nettoyés aujourd'hui. Et maintenant, on est en train de repartir sur des niveaux de croissance qui sont beaucoup plus le reflet de la tendance long terme qu'est censé délivrer le secteur. Donc on est sur un secteur qui est maintenant plus sain en termes de lecture et qui est probablement moins sujet aux soubresauts de l'économie, aux incertitudes. Et donc c'est ce côté visibilité défensif qui attire aujourd'hui. Puisqu'on est sur la santé US, un secteur là qui réagit plutôt bien dans cette phase de baisse du marché américain, Sébastien, est-ce qu'il y a un lien à faire entre le thème de la santé aux États-Unis et la nouvelle administration Trump au pouvoir? On sait que la santé, c'est un sujet, le médicament en tout cas, c'est un sujet très politique aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses effectivement à raconter. C'est vrai que les nominations qu'on a eues au moment de l'élection de Trump, et notamment celle du nouveau ministre de la Santé, Kennedy, ont un peu secoué les marchés. Bon, il a l'air un peu occupé sur d'autres sujets. Il est en train de gérer ses premiers cas de rougeole un peu sérieuses. Oui. Donc, et puis là, il va se focaliser sur analyser l'impact, notamment de la programmation vaccinale chez les enfants. Donc, il est parti à la case études pendant 6 mois. Donc, probablement qu'il va un peu nous laisser tranquilles. D'ailleurs, ça se voit sur les cours de bourse du secteur de la santé. On sent que ce sujet est un petit peu derrière nous. Et là, les valeurs de la santé et surtout de la pharma se portent plutôt bien aux États-Unis depuis le début de l'année. Et en Europe, alors, qu'est-ce qu'il faut imaginer pour la suite? C'est ce que disait un peu Benoît. Dans cette quête de souveraineté ou d'autonomie stratégique, c'est vrai que le premier étage, ou le premier socle d'ailleurs, est très tourné autour des questions de défense, de réarmement, les questions militaires, de réarmement au sens propre du terme. Est-ce que ce sujet de l'autonomie stratégique se diffuse demain? Est-ce qu'il englobe d'autres thématiques, d'autres secteurs? C'est un sujet qu'on a depuis le Covid en réalité, puisqu'on s'est aperçu avec la pénurie des masques, pénurie de médicaments avec très honnêtement peu de valeur ajoutée. Et je vous passe le débat sur le Doliprane en France. Voilà, exactement. Ben non, mais... on ne voulait pas laisser partir au prélat de chez Sanofi. C'était stratégique. Voilà. Alors, au niveau scientifique et technologique, le Doliprane, c'est du paracétamol. Je crois. Un peu partout, voilà. Tous compris, donc, il avait alors fait dans la marque, elle n'est pas forcément. Mais même pour le Doliprane, il y avait un débat, quoi. Voilà. Mais je me souviens d'EuroAPI qui est sorti de Sanofi il y a très peu de temps. Ça a été un désastre financier. L'État était même rentré au capital au moment de l'introduction en bourse
de cette société. Pourquoi c'était un désastre? Parce que ce sont des médicaments, encore une fois, avec très très peu de valeur ajoutée, et ils ont souffert dès le moment où ils se sont retrouvés tout seuls de la concurrence des laboratoires iraniens, etc. Donc si la souveraineté, c'est aller dans ce genre d'histoire, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Mais par contre, la souveraineté à long terme, je pense qu'en tout cas l'Europe a un intérêt très fort, qui est de se saisir du moment où aujourd'hui on a un sentiment anti-science aux États-Unis, donc incarné par Kennedy que je mentionnais. Ouais. On a des subventions à la recherche académique. En tout cas, les robinets sont en train d'être serrés très sérieusement par l'administration Trump. On a des sujets aussi sur les visas pour les travailleurs qualifiés ou très qualifiés. Elon Musk avait d'ailleurs tweeté en fin d'année dernière qu'il partirait à la guerre sur ce sujet pour maintenir le droit à embaucher des étrangers qualifiés. Donc on voit bien qu'il y a peut-être une opportunité pour l'Europe d'attirer des cerveaux et peut-être de se reconstituer une capacité à innover très fortement dans la santé, mais dans d'autres technologies. Alors peut-être que les retombées économiques ou boursières seront à plus long terme, mais en tout cas à court terme, je pense qu'il y a... il y a un vrai coup à jouer. Il y a probablement un coup à jouer, un peu comme au moment du Brexit, quand on avait fait un peu de l'œil à la City et pour rapatrier beaucoup d'établissements financiers en Europe continentale. Donc ça peut marcher. Parce que l'exemple du Brexit, alors bon, aujourd'hui la situation politique en France fait qu'effectivement il y a peut-être un petit trouble du côté des équipes de banques d'investissement qui sont venues de Londres jusque chez nous, mais ça a fonctionné. On a attiré plusieurs milliers de banquiers à Paris. Je ne doute pas qu'on venus de Londres. Des scientifiques, parce qu'on a des très très bonnes universités, je pense qu'on a des très bons laboratoires de recherche. Après, pour que ces scientifiques se mettent à créer des entreprises, il va falloir qu'on ait aussi les capitaux. Ça, c'est un sujet qui est un petit peu plus compliqué. Mais c'est tout le travail qu'il y a à faire maintenant, là. Voilà, et on accompagne le lancement de start-up. Donc, ça sera un travail de longue haleine, mais je pense qu'il y a une fenêtre de tir, en tout cas, pour enclencher les premières étapes. Ouais. Bon, il y a un risque de déception à court terme sur ce momentum européen, un risque de vendre un peu la nouvelle. Il faut s'y préparer. Le chemin, enfin la route va pas être une longue ligne droite tranquille, j'imagine, dans cette recherche d'autonomie stratégique. Oui, et puis on parle d'un plan à 10 ans. Donc clairement, l'investissement productif donne pas de résultats tangibles dans les 6 mois qui viennent. Non. Donc ça, c'est clair que... Dans l'intervalle, Trump est là, quoi. Et voilà. Et le marché a anticipé très favorablement sur les indices européens, et c'est très bien, c'était logique. À très court terme, on a quand même un écart qui s'est creusé en notre faveur en Europe vis-à-vis des États-Unis, qui est quand même assez rare dans cette rapidité et ce montant et ce pourcentage-là. Donc on peut avoir à un moment donné un petit calage. On a anticipé les bonnes nouvelles, c'est logique. On cale un peu, surtout si le marché US, qui est quand même assez fragile pour le moment, continue. On est sur des points un peu techniques, un peu symboliques, sur la S&P 500. Donc, est-ce qu'on casse un peu? Est-ce qu'on annonce est-ce que c'est annonciateur d'un mouvement supplémentaire de baisse? Donc, tous ces moments-là, à un moment donné, on ne sera pas complètement immune face à ces mouvements sur le marché américain. On n'est pas totalement détaché encore des US, et là, il en faudra encore un peu pour y arriver. Donc ça, oui, à très court terme, un marché européen qui cale un peu, c'est assez logique. Mais ensuite, je pense qu'on aura toujours ce moteur de la BCE. Alors là, on l'a un peu mis de côté, on s'est dit, il n'y en a peut-être plus besoin, ils vont peut-être arrêter. Je pense qu'on est toujours dans une logique à court terme d'une croissance qui est trop faible en zone euro. Oui, ça ne va pas changer tout de suite, quoi. Ça ne change pas, on a toujours des pressions plutôt déflationnistes en zone euro, donc la BCE, elle doit continuer à délivrer. Alors elle le fera peut-être un peu moins vite, elle dira qu'elle regarde un peu ce qui se passe. Voilà, c'est des sujets c'est plutôt ces sujets-là qu'elle va avoir. Le point d'atterrissage qu'on estimait peut-être inférieur à 2, il sera peut-être à 2 ou à 2+, mais ça ne change pas la donne. Il y aura toujours ce mouvement de baisse des taux directeurs qui va être le petit moteur de court terme qui va nous aider à tenir. Voilà. Mais après, il y a ce jeu tactique sur les marchés. Qu'est-ce que font les US ? On n'en est pas totalement écarté. On en subira forcément. Ça reste le marché directeur, c'est le marché financier. On peut en subir les conséquences sur un marché quand même très fragile. Vraiment, on voit bien qu'on est dans le flou complet du côté du gouvernement américain. D'un jour à l'autre, on ne sait pas ce qui se passe. Donc pour les marchés américains, c'est clairement extrêmement difficile de se projeter. Ouais. C'est vraiment ce moment-là qui est dur pour eux. Et fragile sur le marché américain, ça veut dire qu'on a vu une correction éclair du S&P 500. Je crois que le S&P a mis à peine 16 séances pour baisser de 10%. Ça en fait une des corrections les plus rapides de l'histoire. C'est
pas déjà une opportunité évidente ou criante de reprendre position sur ce marché américain? Alors, si on y est totalement absent, oui, c'est évident, parce qu'il faut en avoir. Je pense que la plupart des portefeuilles sont déjà présents sur les US, donc j'irais en rajouter, pas forcément nécessaire. Par contre, cette correction, elle est plutôt saine. Elle a plutôt corrigé les excès du dernier mouvement précédent, qui était très concentré sur quelques valeurs et ce sont elles qui corrigent. L'ensemble du marché US, quand on regarde beaucoup plus largement et qu'on ne s'arrête pas au S&P 500, mais qu'on regarde l'ensemble du marché US, il n'y a pas de drame. Ça monte peu à peu, globalement. Ce n'est pas décalé de ce qu'on voit en Europe. Et là, si on doit redistribuer son portefeuille sur les US, c'est peut-être revenir sur quelque chose de beaucoup plus large dans sa logique de construction de portefeuille. Là où on a dû tous, tout en se disant que ça allait trop loin, on a dû tous un peu suivre ce mouvement parce qu'il fallait malheureusement non plus pas louper ce mouvement de hausse. Le seuil de douleur pour Trump par rapport à la baisse du marché. Alors, il a différents KPI de marché. On pensait qu'il était très action. Et puis, il vient de l'immobilier, donc il aime les taux aussi. Et il aime plutôt les taux longs quand ils baissent. C'est l'objectif qui se fixe. Il se couvre bien de ce point de vue-là, puisque les taux longs, effectivement, ont baissé d'une 50aine de points de base. On pensait que l'alerte viendrait des marchés et le retour à une normalité. Je ne sais pas si on va parler de normalité pour Trump, mais quelque chose de plus cohérent et compréhensible viendrait des marchés. On voit que ce n'est pas du tout le cas. Il ne regarde pas les marchés actions pour le moment. Il l'a dit et ça a l'air d'être totalement vrai. Il ne s'occupe même pas de la Fed. C'est assez étonnant. Il ne met même pas de pression sur Trump. C'est vrai. C'est assez étonnant. Sur Powell. C'est assez étonnant parce qu'on pouvait imaginer qu'il y aurait un petit match qui se jouerait en sous-main. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Donc, les forces de rappel, elles viendront de son électorat. Si son électorat voit qu'on est dans une espèce de politique de stagflation qui amène à une baisse du pouvoir d'achat, qui amène à une baisse de son épargne en action, parce que l'épargne américaine, elle est en action. Mais ça, c'est les élections de mi-terme, ça prendra du temps. Oui, il faut que ça se révèle. Il faut que ça se révèle effectivement dans l'électorat. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Tel qu'il est entouré, il n'y a aucun frein. La question même qu'on se posait en interne, c'était de se dire, et là c'est un peu extrême, c'est de se dire, mais est-ce qu'en fait, à la fin, il ne recherche pas un ralentissement américain maintenant pour avoir cette baisse de taux par Powell, sans même l'avoir à la réclamer, et faire sa relance, et notamment de baisse de fiscalité, qu'il a promis dans sa campagne électorale et qu'il ne peut pas délivrer parce que l'endettement des Américains, il est tel que... On ne peut pas le faire pour le moment. Mais alors c'est un peu machiavélique. Avec le personnage, je dirais tout est possible. Tout son narratif est celui du sauveur. Je suis là pour vous sauver, et pour être un sauveur, il faut qu'il y ait des problèmes. Il part d'une situation économique qui était tellement incroyable que ça peut l'aider si ça va un peu moins bien, peut-être. Il ne faut pas créer le problème pour pouvoir apparaître comme sauveur et relancer la machine économique pour le prochain coup. Ça fait perdre un peu de temps au passage. C'est assez tordu comme raisonnement. C'est dangereux dans notre point de vue. Mais tout est possible. L'impact de Trump là, sur les marchés américains, comment on l'évalue aujourd'hui? Et est-ce qu'il faut se dire qu'effectivement, il n'y a pas de Trump put, Trump n'est pas prêt à venir sauver le marché américain. La Fed reste pour l'instant dans une position d'attente avec des marges de manœuvre qui semblent limitées. Donc on se demande tous d'où peut venir le coupe-circuit s'il y avait besoin à un moment... calmer les choses. Oui, je sais pas. Effectivement, je pense que je partage assez l'idée que ça viendra de l'électorat parce que clairement, c'est les mi-termes son objectif. Moi aussi, je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas de bras de fer plus conséquent que ça avec la Réserve fédérale tel que ça a pu l'être au premier mandat. Après, il y a aussi des échéances de nomination qui mettent peut-être moins de pression aussi parce que finalement, on est sur une fin de mandat. Enfin, en tous les cas, on se rapproche d'une fin de mandat pour Wells. Donc peut-être qu'il a aussi cette forme d'indépendance et il faut absolument que la Réserve fédérale reste crédible dans le contexte parce qu'on voit qu'il y a tellement de bruit, entre guillemets, d'incertitude autour, c'est aussi la Réserve fédérale qui apporte un vrai ton qui peut inspirer, en tous les cas, si ce n'est la confiance, mais en tous les cas qui apporte de la stabilité. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc effectivement, ça va être un peu la toile de fond. Et c'est ce qui enlève aussi un peu d'enthousiasme sur l'Europe, parce que les conditions sont réunies.
les conditions, au-delà d'être des conditions financières, elles ramènent de la confiance. Et comme nous, Européens, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, avoir ce climat de confiance, il sera aussi vertueux pour la mise en place des plans de relance. Les plans de relance mettront du temps à venir, mais si on a un climat de confiance qui s'instaure avant, ça apportera le chemin. Mais entre les deux, on a début avril avec les droits de douane. Oui. Et de toute façon, le rendez-vous pour la confiance, c'est le 2 avril, quoi. Voilà. Ce sera compliqué d'avoir des convictions beaucoup plus fortes tant qu'on n'aura pas cette échéance-là. Ouais. Comment on regarde le secteur de la santé dans le cadre d'une guerre commerciale potentiellement large Sébastien? C'est probablement, après je touche du bois, mais probablement un des secteurs qui sera le plus protégé d'une guerre de droits de douane. Je pense que c'est plus compliqué de taper sur le patient que sur le consommateur et de lui expliquer que ses médicaments vont augmenter dans un contexte où les Américains sont déjà ceux qui payent les médicaments, leurs médicaments les plus chers sur la planète. Et le risque peut être aussi d'un moindre approvisionnement des laboratoires pharmaceutiques vis-à-vis des États-Unis si les conditions économiques pour les labos sont pas réunies. Donc je vois mal Trump aller dans ce sens-là. Après, tout est possible. Hein. C'est vrai que sur Novo Nordisk, qui est une société dont on a beaucoup parlé en Europe, certains il y a un sujet, parce que le grand compétiteur, c'est Lilly, boîte américaine. Donc, est-ce que Trump va conditionner le Groenland à laisser Novo Nordisk tranquille? Non, mais c'est pas impossible. Ah non, mais tout est possible. On peut tout imaginer, mais à part ce scénario extrême, je pense qu'il y a quand même d'autres sujets à traiter et en santé, la problématique est de baisser le coût de la santé pour les patients américains. Ouais. Une petite parenthèse sur Novo Nordisk, c'est intéressant parce que ça a été la valeur star révélée aux yeux du monde ces 3-4 dernières années. Effectivement, alors Novo, ça existe depuis longtemps, diabète, on avait tous ça en tête, effectivement, et puis est venu le marché de l'anti-obésité partant des molécules développées historiquement par Novo. Le run, là aussi, a été incroyable. Depuis l'été dernier, c'est cours de bourse divisé par 2, c'est ça, Sébastien? On est passé d'un excès à l'autre, en fait, et donc probablement que la vérité se situe entre les deux, je dirais. On est passé d'un excès d'optimisme où le marché de l'obésité était quasiment infini, se partageait entre deux acteurs qui roulaient vraiment sur tout, il n'y avait aucun problème. Et puis aujourd'hui, Novo Nordisk, mais même Lilly est un peu revenu, même si Lilly est arrivé en deuxième entrant sur le marché, donc continue à prendre des parts de marché et à bénéficier d'une meilleure dynamique. Les deux ont quand même un peu reflué et Novo Nordisk qui est arrivé sur des niveaux de valorisation qui sont incroyablement bas en rapport à la croissance qui lui reste. Parce qu'il n'a pas changé. En termes de perspective de croissance, c'est quasiment inchangé. C'est quasiment inchangé. C'est quasiment inchangé. Novo Nordisk a atteint son pic de croissance l'année dernière, qui était de 25%. Quand même, pour une société, une des plus grosses sociétés pharmaceutiques de la planète, c'est quand même colossal. Et cette année, je crois qu'ils vont croître à 23%. Donc il y a une décélération normale qui vient avec la taille. Mais on ne peut pas dire que c'est un effondrement ou que c'est une perte de chiffre d'affaires qui serait liée à la concurrence. Donc l'opportunité, elle est toujours là. Et aujourd'hui, Novo se paye avec seulement 25% de prime par rapport au reste des laboratoires pharmaceutiques. D'accord. Il y a encore un an, ça se payait 2 fois plus cher que la moyenne. Donc c'est le sentiment qui a changé. Il y a eu quelques problèmes de résultats cliniques. Voilà, les produits successeurs sont peut-être un peu moins extraordinaires que ce qu'on pensait. On n'arrive pas à faire perdre 25%, c'est ça? Enfin, c'est la barre des 25% là, visiblement, qui attire tout le monde. Ça, en décembre. Ça. Je crois que le management s'est un peu pris les pieds dans le tapis en disant voilà, le successeur. C'est eux qui communiquaient sur 25%. Voilà, le successeur du produit qu'on commercialise va faire 25% de baisse de poids au bout d'un an. Bon, il a fait 23. Il a fait 23. Ouais, c'est ça. Donc c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est pas la catastrophe. Ça reste extraordinaire. Mais le titre depuis a perdu 50% depuis ses plus hauts. Donc encore une fois, je pense que la vérité est entre les deux. D'accord. Donc il y a un peu de confiance à aller regagner du point de vue du management, notamment après je crois que je pense que les publications trimestrielles et la poursuite des bons chiffres en fait va ramener progressivement cette confiance. Ouais. Et de manière globale, ce marché de l'anti-obésité, oui, vous dites les perspectives n'ont pas changé, simplement il y aura plus d'acteurs prévus, ce sera peut-être pas ni le monopole ni le duopole qu'on pouvait envisager entre Novo et Lilly. Pas aussi gros. Le marché sera peut-être pas aussi gros que ce qu'on avait, parce que certains analystes nous parlaient de plus de 100 milliards de marché. Si on rapporte ça juste au marché américain, on peut dire que ça va être les 3/4, donc peut-être 75-80 milliards rien qu'aux États-Unis. Les Américains, ils dépensent 600 milliards de dollars par an pour leurs médicaments. Donc vous auriez deux molécules qui allaient faire 15% de
tous les médicaments que les Américains allaient dépenser. Alors, je veux bien que l'obésité est un gros sujet chez eux, mais ça me paraissait beaucoup quand même. Si c'est la nouvelle aspirine qui traite un peu tout... Voilà. Alors, à condition de prendre le médicament de manière chronique, ad vitam aeternam, ce qui est le cas dans le diabète, ce qui est probablement beaucoup moins le cas dans l'obésité. Je pense qu'on va le prendre en cure pour atteindre un poids cible et arrêter, parce que c'est quand même des produits avec des effets secondaires relativement importants. Donc ce ne sera pas traité finalement comme une maladie chronique? Moi, je crois pas. C'est mon scénario. Je pense que le marché est un peu en train de revenir de cette vision du médicament qu'on va prendre tous les jours de sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Mais encore une fois, on est parti dans l'excès inverse. Et donc, je pense que là, en termes de valorisation et de potentiel de croissance, ça se regarde à nouveau. Bon, toujours passionnant ce secteur de la santé et cette lutte contre l'obésité dans le monde avec le fer de lance danois, Novo, et le compétiteur américain Eli Lilly. Je voulais qu'on puisse dire un mot des marchés obligataires aussi, peut-être parce qu'on parlait des marchés actions, effectivement, avec un sentiment renversé entre les États-Unis et l'Europe. Là aussi, deux marchés qui divergent énormément, et c'est peut-être d'ailleurs encore plus spectaculaire depuis le début de l'année. C'est le marché obligataire américain, qui a plutôt eu tendance à se réapprécier. Les taux ont baissé aux États-Unis de, je le disais, 50 points de base là, sur ces derniers mois. Quand en Europe, là, pour le coup, le marché obligataire a pris un peu le choc du plan allemand avec une correction importante, notamment sur l'actif sans risque ultime que reste le Bund allemand, Benoît. Oui, alors sur j'appelle ça le re-rating du marché obligataire euro, je pense qu'il ne faut pas forcément le voir comme une crainte d'endettement, mais plutôt comme une compréhension de ce nouveau paradigme dont on parlait tout à l'heure et d'un potentiel de croissance qui peut se réaliser. Et donc, alors on n'est pas au niveau des marchés US sur les taux, mais non. Donc on a quoi, 150 points de base d'écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans américain à peu près. Mais brutalement, on reprice et on se dit, mais si on est dans une zone où il y a un potentiel de croissance un peu plus élevé, ça mérite des taux un peu plus élevés. C'est assez logique. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le marché obligataire qui comprend qu'il va se passer quelque chose sur ce rythme de croissance qui était toujours très atone en zone euro et qui peut grappiller quelques dixièmes de points de plus. Et c'est ça qu'il est en train de pricer, je pense. Si c'est bien le cas, en fait, c'est une opportunité pour les investisseurs. On aura un peu plus de rendement sur les marchés obligataires. Ouais. Très bien. Alors, à court terme, on a un peu souffert, ça c'est évident. À moyen terme, on a un moteur de performance sur les marchés obligataires qui est un peu supérieur. On peut que s'en réjouir, d'autant plus que le marché monétaire qui a été la bonne source de performance de ces derniers trimestres, bon là ça va un petit peu s'atténuer. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, je pense, et c'est assez intéressant comme compréhension du marché obligataire, je pense, de ce côté-là. Donc, oui, et puis on a bien vu le réajustement du rendement allemand à 10 ans, comme vous le disiez, ça n'a pas été un feu de paille. Ça a tenu. Depuis 15 jours, ça tient. 2,80, 2,90. Le marché n'est pas revenu en arrière sur cet équilibre-là. Oui, on est probablement dans un nouveau rythme sur les taux qui prend en compte ce potentiel de la zone euro. Là-dessus, il n'y a pas de mouvement de panique. C'est plutôt quelque chose de sain et il faut le voir plutôt comme une opportunité. Sur le crédit, ça tient toujours. Et y compris aux US, j'ai vu qu'on reparlait quand même d'un début de réécartement peut-être des spreads high yield aux États-Unis, alors qu'ils partaient de points de compression historiquement bas. Oui. Je pense là aussi, il y a deux mouvements, US, Europe. Je ne les vois pas exactement de la même manière. Aux US, ça reste fragile, donc ça peut s'impacter négativement et avoir des hausses de spread. Parce que tant qu'on est dans le flou et qu'on est dans une politique qui n'est pas si simple que ça pour les entreprises pour naviguer à travers, on peut avoir des hausses de spread dans un marché qui était quand même très serré sur les spreads. En zone euro, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est une hausse des taux refuge, Bund allemand, État zone euro, et peut-être une légère baisse des spreads encore, parce que on a cet environnement qui va devenir plus favorable. Alors c'est totalement à l'inverse de notre scénario de début d'année, faut être très clair. On imaginait plutôt le contraire, parce qu'on était dans une croissance atone et qu'on estimait une baisse des taux longs avec la baisse des taux de la BCE et qu'on voyait plutôt une légère hausse des spreads dans un marché un peu compliqué. On réinverse complètement cette organisation-là, ce scénario-là, avec ce nouveau potentiel de croissance. Ouais.
sur les marchés de taux, de crédit? Ça reste des marchés importants pour des clients privés, en banque privée aujourd'hui, Isabelle? Oui, clairement, et c'est vrai que c'est une opportunité sur de la signature de très grande qualité, parce qu'il ne faut pas oublier que, et c'est sans doute que le marché il change son paradigme, donc effectivement c'est ce qui explique cette montée et cette stabilisation. On n'est pas en train de le dégrader beaucoup plus, mais on est quand même sur un pays, si le plan va au bout, on sera sur un taux d'endettement du PIB entre 70 et 75%, ce qui est complètement sain. Quelque part, c'était... Oui, le triple A allemand n'est pas menacé dans cette histoire. C'était les 2,40 qui étaient sans doute assez... qui était le reflet de ce qu'on a vécu avec les taux négatifs sur les dernières années. Et on était resté dans une situation pas anormale, mais quelque part, effectivement, avec des perspectives de croissance, on a la place pour pouvoir aller chercher plus de rémunération, et c'est une opportunité pour les investisseurs. Ça, clairement, aujourd'hui, pour des investisseurs européens, on va chercher un peu plus de rendement, sans une prise de risque qui soit très importante. Et c'est un peu le signal aussi que le marché obligataire a souvent une lecture beaucoup plus acérée d'un environnement global que ne peut l'avoir le marché action, qui va être beaucoup plus versatile. Émotionnel. On voit souvent une lecture un peu plus, une vision un peu plus long terme à travers le marché obligataire, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a un marché dont on n'a pas parlé, c'est la Chine. Il faut quand même en dire un mot, parce que là aussi, dans les marchés qui redémarrent, portés par un nouveau souffle, il y a le marché boursier chinois. Alors, est-ce qu'il faut le dater du moment DeepSeek de début d'année? En tout cas, sans doute que DeepSeek, au-delà des valorisations des marchés actions chinois qui étaient vraiment à la cave, DeepSeek a sans doute révélé à nouveau quelque chose de ce point de vue-là. Pour autant, ça reste un marché compliqué, dont les investisseurs globaux restent relativement éloignés, de ce que je comprends, Isabelle. Est-ce qu'on a envie d'y aller si le client nous le demande, et sinon, comment est-ce que vous regardez quand même la revalorisation de ces marchés boursiers chinois et de ce que ça nous dit? Alors, il y a DeepSeek qui a forcément aidé, ça a été un déclencheur, mais je dirais c'est globalement tout ce qui est mis en place par l'État et la prise de conscience sur la fin d'année dernière. Ça s'est construit un petit peu avec tous ces éléments-là. On voit bien que la nécessité pour la Chine aujourd'hui, si elle veut avoir ses 5% de croissance, ça va passer par le consommateur. C'est pas avec les droits de douane qu'ils vont pouvoir faire les 5% de croissance. Donc, il faut mettre en place des choses. Donc, l'immobilier reste quand même si ça allait un petit peu mieux, de nouveau, les chiffres étaient un petit peu plus fragiles. Donc, il faut sans doute déréguler un petit peu. Ils avaient très serré la régulation sur les technologies, ils sont en train de desserrer. Donc il y a tout un écosystème qui se met en place aujourd'hui et qui, alors nous, dans un premier temps, on regarde vraiment de manière assez accrue du côté des techs chinoises, pas sur l'ensemble du marché, mais du côté des techs chinoises qui restent encore très sous-valorisées par rapport à l'ensemble du secteur de la tech. Mais forcément, il va falloir regarder peut-être avec un peu plus d'attention la Chine. Les données économiques qui ont été publiées cette semaine commencent à montrer, notamment du côté des ventes de détail, une confiance qui peut revenir, quoi. C'est des soubresauts, il va falloir vraiment que ça se confirme. Et puis après, les plans qui ont été annoncés cette semaine en faveur du consommateur, il va falloir avoir beaucoup plus de détails. Ça met toujours un petit peu de temps à venir. Bon, puis on aura un grand rendez-vous à l'automne prochain avec un nouveau plan quinquennal qui doit être dévoilé par l'autorité. Dans le leadership chinois sur l'innovation, alors évidemment, on a en tête la batterie véhicule électrique, la transition, les panneaux solaires, etc. L'IA désormais, la santé à sa place également, Sébastien. On regarde beaucoup la Chine en santé, parce que je disais tout à l'heure que sur le marché mondial l'année dernière, on avait une grosse sous-performance de la santé relative au reste du monde. En Chine, la sous-performance était encore plus importante. C'était quasiment 40 points derrière. Donc la santé s'était fait vraiment matraquer l'année dernière en Chine. Et on a, je pense, des opportunités très fortes. Quand on parle de santé, c'est quoi? Biotech? C'est de la santé au sens large. D'accord. Et notamment les équipements médicaux ou les producteurs de médicaments biologiques. Donc il y a eu vraiment des variations boursières qui étaient assez compliquées, on va dire. Et là, en début d'année, il y a plusieurs choses qui sont en train de s'aligner. Il y a notamment un plan de relance dans les équipements médicaux qui va permettre aux hôpitaux chinois de réinvestir dans des parcs de machines qui étaient un peu obsolètes. Et puis on a aussi une innovation dans la biotech extrêmement forte, assez incroyable, je dirais même. Certains médicaments qui n'existent qu'en Chine. Pour soigner certaines formes de cancer. Ils bénéficient de toute une génération de ce qu'ils appellent des returnees, des gens qui sont allés faire leurs études supérieures et leur début de carrière à l'international, très souvent aux États-Unis, et qui reviennent en Chine créer des sociétés de pointe, notamment en biotech, et qui arrivent à développer des médicaments. Et les sociétés chinoises que l'on voit nous disent être capables de développer, faire une phase 3 en Chine. Ça coûte 10 fois moins cher que de faire une phase 3. Donc il y a un moment DeepSeek dans la santé
chinoise, quoi. Dans la biotech chinoise. Oui, très clairement. Et je crois que la preuve de ça, c'est les emplettes et les collaborations que sont en train de faire les laboratoires occidentaux. On va sourcer notre innovation là-bas ? Mais même plus en Chine que dans le reste du monde. Aujourd'hui, les principaux accords que font les laboratoires occidentaux sont avec des biotech chinoises plutôt qu'avec des biotech américaines ou européennes. Et ça, c'est fluide encore. Enfin, je veux dire, ce genre de partenariat, de JV, d'accord, de collaboration, c'est encore un truc dans le domaine de la santé qui fonctionne, qui peut se faire de manière fluide. Ouais, et on en voit même de plus en plus. Tous les mois, AstraZeneca, qui a voulu rentrer dans la course des GLP-1, ces fameux produits anti-obésité, a trouvé sa molécule chez un Chinois qui s'appelle Ecogen l'année dernière. Donc des exemples comme ça, on en voit tous les jours. Ouais. Bon, l'innovation chinoise est partout aujourd'hui. Il faut bien le prendre en compte. Oui, sur ce retour boursier de la Chine, il y a encore un peu de chemin à parcourir, mais il y a quand même quelque chose, en tout cas, qui se passe depuis quelques mois. En tout cas, à court terme et au-delà des problèmes structurels qu'il faut avoir en tête. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant, c'est il y a une redéfinition des relations commerciales avec les États-Unis, où c'est les États-Unis contre le monde entier, j'exagère à peine. Ça amène à redistribuer toutes ces relations commerciales et donc du potentiel pour la Chine qui peut arriver par d'autres voies. Donc ça, je pense que effectivement, ce retour, il est logique. Et on va probablement voir d'autres zones émerger par ce biais-là, en fait. D'accord. Parce qu'il y a bien une redistribution des cartes potentiellement via cette politique de hausse tarifaire et cette volonté potentiellement de s'isoler un peu, en fait. De mettre une taxe à l'entrée du marché de consommation américain. Bon. On suivra ça. Merci beaucoup, messieurs et madame, d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Isabelle Enos, responsable de la stratégie de marché chez BNP Paribas Banque Privée, Benoît Vesco, présidente de l'UBAC Asset Management, et Sébastien Malafosse, gérant Healthcare chez Edmond Rothschild Asset Management, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est celui de la pédagogie économique et de l'éducation financière. Nous sommes au grand démarrage de cette semaine de l'éducation financière. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Marc-Olivier Strauss-Kahn. Marc-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entre autres directeur général honoraire de la Banque de France. Marc-Olivier, je me permets, parce que j'ai toujours voulu vous demander en quoi consistait le poste de directeur général honoraire, Marc-Olivier. C'est un mot très gentil pour dire retraité. Ah, d'accord. Ça veut dire que mes propos n'engageront pas la Banque de France. Bon, en tout cas, vous avez une passion, je le dis comme ça, pour la pédagogie économique et l'éducation financière. Vous étiez venu nous voir en fin d'année dernière avec Anthony Benamou, qui est économiste. Vous êtes enseignant et Anthony également et professeur et maître de conférence. Vous veniez nous voir avec ce livre paru aux éditions Ellipse. On parie que vous allez aimer l'économie. Quand je dis que oui, l'éducation financière, la pédagogie économique est une passion, c'est même un engagement, Marc-Olivier. C'est un engagement. Je vois par exemple Citéco, la cité de l'économie, qui n'est pas encore assez connue et qui est un peu mon bébé, comme une preuve de cela. Je vais en faire la publicité rapide. Mais faites-le, c'est la semaine pour. C'est un endroit magique dans un hôtel particulier néo-gothique financé par la Banque de France et qui vous présente, qui est le plus grand musée d'éducation économique européen. Oh. Et puis j'aide Anthony Benamou qui a fondé A3E, l'association pour l'éducation économique des enfants. Donc ça démarre au CM1, CM2 et il n'y a pas de limite d'âge. Et d'ailleurs, ce livre est tout public, pour le rappeler. Tout public, devenant de plus en plus sophistiqué au fur et à mesure qu'on le lit. Et là, je vais m'inspirer du chapitre 9 pour... faire un peu de pédagogie sur la crise, c'est ça. Le sujet que vous avez choisi, on se reverra d'ailleurs en fin de semaine sur un autre thème que je dévoilerai en fin d'interview, Marc-Olivier. Mais là, vous avez choisi le sujet de la crise, en reprenant effectivement donc, le chapitre 9 de votre livre, qui s'intitule « L'histoire se répète-t-elle ?» où cette fois, c'est différent. Vous faites l'exercice de comparer ce qu'on a connu en 2007-2008, la crise financière mondiale,
Lehman Brothers, pour le dire autrement, et tout ce qui s'en est suivi, avec ce qu'on vit alors depuis 2020, ce que les spécialistes appellent la polycrise, partant du choc Covid et se multipliant avec bien sûr la guerre en Ukraine, le choc inflationniste, dont on commence peut-être à peine à sortir aujourd'hui, et je dis ça avec beaucoup de prudence. En quoi ce chapitre 9 là peut-il nous éclairer justement sur ces mécanismes de crise? Ce chapitre 9, c'est un peu un récapitulatif historique. On n'a pas de laboratoire en économie, et donc le passé peut éclairer le présent. Et donc effectivement, si on regarde et qu'on compare la crise financière mondiale qui démarre vers 2007-2008 et celle dans laquelle on est encore, et qui démarre en 2020, on peut mettre en avant un certain nombre de similarités, j'en citerai 3, et 2 différences, d'autant que cette crise n'est pas terminée avec Trump qui l'amplifie. Oui, la polycrise se poursuit avec Trump 2.0 aujourd'hui. Partons des points communs là. Alors, la crise de 2008 trouve son origine aux États-Unis, la crise Covid de 2020 trouve son origine en Chine, 2 superpuissances qui sont dans une relation un peu conflictuelle. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on trouve comme point commun? Au-delà, et pour résumer les choses simplifiées, il y a l'incertitude, l'impact sur le PIB et la croissance et la réaction des autorités. L'incertitude, en économie, c'est défini comme un risque qu'on ne peut pas quantifier. On ne connaît pas à l'avance et on ne peut pas bien mesurer sa probabilité et son impact. Et ça s'applique parfaitement au coronavirus, qui était une surprise, qui était un virus contagieux, invisible, et qui a gelé l'activité économique. Auparavant, on peut comparer les subprimes à un virus financier qui lui aussi a figé l'activité financière cette fois. Quant à Trump aujourd'hui, ce qu'il dit, annonce, se contredit, crée de l'imprévisibilité et donc pétrifie l'investissement. Donc ça, c'est la première similarité à grands traits. La deuxième, l'impact sur la croissance. D'abord, de très fortes récessions en 2009 plutôt, et 2020. Et puis, après le rebond, une croissance relativement molle, sauf aux États-Unis qui s'en sort un peu mieux avec la productivité et sa flexibilité. Mais là aussi, Trump est en train de casser ce mécanisme, je le crains, avec son imprévisibilité. Troisième élément de similarité un peu plus complexe, la réaction des autorités, que ce soit budgétaire ou monétaire. Alors, d'abord en actes, et puis aussi en parole. En actes, eh bien, c'est l'augmentation des déficits, l'accommodement monétaire. Tout ça se traduit ou résulte en une augmentation des dettes sur PIB, qui atteignent des niveaux inégalés, en particulier dans les économies avancées. Et ça n'est soutenable, on le sait, que si la vitesse de croissance du numérateur, la dette publique, et donc la vitesse, c'est le taux d'intérêt qui s'applique à cette dette, n'est pas supérieure à la vitesse de croissance du dénominateur, le PIB, et donc la croissance. La fameuse formule R-G. Or, on est dans une situation où, après une période où R et G étaient à peu près pareils, on a toujours une atonie de la croissance, même si elle pourrait ne pas être aussi mauvaise que certains l'espèrent. J'ai écouté les précédents. Les perspectives s'améliorent, Marc-Olivier. Les perspectives s'améliorent. Grâce à l'Allemagne. Mais ça ne va pas, tout tirer d'affaire. Et pendant ce temps, le taux long aux États-Unis, en Europe, a tendance à augmenter parce qu'il y a une inflation qui menace malgré les efforts de désinflation. Bon, vous savez comment sont les... Ça, c'était en acte. Et en parole, le parallèle, c'est le whatever it takes, qui a été repris par Macron en quoi qu'il en coûte, et maintenant qui est invoqué par Merz pour justifier l'effort de défense allemand. Le whatever it takes originel étant celui de Mario Draghi, 26 juillet 2012. En 2000. Bien sûr, mais décliné de multiples fois désormais. Oui, je reviens sur la partie précédente de l'émission. Oui, les investisseurs, vous savez comment ils fonctionnent. Ils ont une capacité à s'enthousiasmer, peut-être un peu plus importante que les économistes qui travaillent dans le temps long aussi. Sur le temps long. Et ils sont payés parfois pour s'inquiéter. Et là, les banquiers centraux. Oui, payés pour regarder les risques.
regardons les différences entre 2008 et la polycrise depuis 2020. Je reprends le titre de votre chapitre 9, donc, d'ailleurs qui reprend le titre d'un célèbre livre des économistes tout aussi célèbres, Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt. Exactement. Est-ce que l'histoire se répète ou est-ce que cette fois c'est différent ? Alors, il y a des éléments différents, il y en a même plus. Et là encore, en simplifiant, je vais en citer 5. Ça va être le processus ou son déclenchement, le rôle de la finance, l'inflation, les marges budgétaires et monétaires qui demeurent, et la géopolitique. Alors, d'abord, le déclenchement, il est totalement différent. En 2008, c'est une crise qu'on appelle endogène, financière, qui affecte d'abord la demande, et puis elle se répand sur le reste. En 2020, on a l'inverse, on a une crise qui est dite exogène, et qui affecte d'abord l'offre, le secteur réel, parce que le confinement empêche d'aller produire. La première, la réaction consistait à empêcher une mort subite de la finance. Si on continue le parallèle, la seconde, elle consiste à mettre l'économie dans un coma artificiel. Ceci afin de préserver la capacité de l'économie à rebondir, le capital humain et aplanir la fameuse vague pour les hôpitaux. Actuellement, et si on continue la parabole, je ne sais pas trop ce qu'on peut penser des morts vivants, je dirais, que sont clairement l'OMC, peut-être l'ONU, qui sait le G20, les institutions internationales, avec les coups de boutoir auxquels on assiste. Ça, c'était pour le... Première différence. J'ai cité la finance, et donc la deuxième, c'est le rôle de la finance. Pour simplifier les choses, 2008, c'est parti du problème. 2020, ça a été partie de la solution. Et en France, on l'a vu avec les PGE, où les banques ont aidé à sortir du problème. Grâce aux efforts de régulation qui avaient été faits entre 2010, disons, et 2020, et je veux saluer la vidéo que Christine Lagarde nous a offerte quand elle était au FMI, et qui est à Citeco, et qui développe ces éléments de régulation. Et c'est cette régulation que Trump avait déjà commencé à déverrouiller, à abîmer. Oui, exactement, à abîmer, et qui explique la crise bancaire limitée aux États-Unis de mars 2023 et sa non-contagion à la zone euro. Alors maintenant, il faut simplifier les choses, mais attention à ne pas trop déréguler. Troisièmement, l'inflation. Alors elle était, après s'est effondrée dans les deux cas et avoir rebondi, elle était perçue comme moribonde dans la décennie 2010-2020, ce qui n'a pas été le cas à cause du rebond qu'a imprimé l'invasion russe de l'Ukraine, avec une augmentation des prix des matières premières et agricoles. Et donc, on a évité ce problème auparavant. On est en train d'être dans une désinflation, mais les tarifs vont obligatoirement avoir un impact en termes de... Alors, je ne dirais pas nécessairement stagflation, si la croissance allemande tire un peu le reste de l'Europe, mais une croissance qui n'est pas très forte et une inflation qui peut rebondir, d'où, après avoir annoncé qu'elle allait continuer à baisser ses taux, une relative prudence des pronostics sur ce que fera la BCE au-delà de l'été. Du coup, ces éléments militent pour l'idée d'une grande vigilance vis-à-vis des endettements publics, ce qui est un risque qui pèse aujourd'hui sur la soutenabilité des trajectoires des finances publiques. Voilà, alors on peut toujours être surpris. En 2020, on croyait déjà qu'il n'y avait plus de marge. On avait déjà des dettes publiques très élevées, on avait des taux d'intérêt déjà très bas, et pourtant, on a trouvé des marges parce que, en particulier, il n'y avait pas nécessairement de coupables à désigner, et puis les morts s'accumulaient. On n'est pas exactement dans la même situation et il faut donc faire un peu attention, d'autant que les défis s'accumulent, climatiques, de défense, des investissements numériques, ce qui pousse les taux longs à augmenter probablement plus que la croissance. Et puis le dernier, c'est la géopolitique. Le monde a changé. Le monde est en train de changer, il n'a pas fini de changer. Jusqu'à, pour simplifier là encore, jusqu'à 2014, on est dans un processus qui reste de globalisation.
Ce qui compte, c'est l'efficacité. Ce qui marche, c'est la coopération internationale. Après l'annexion de la Crimée par la Russie, les sanctions, on est entré dans un monde de fragmentation. Ce qui compte, c'est la sécurité, c'est la souveraineté. Et donc, on n'est plus du tout dans la même situation et cette fragmentation est en train de s'appliquer au sein même des démocraties avancées, au sein du G7, par l'action de Trump à nouveau. Et c'est probablement cela la menace la plus grave. Je note qu'en net, il y a plus de différences quand même que vous notez, Marc-Olivier, que de similarités. Il y a plus de différences. Donc l'histoire est différente alors. Disons, vous savez, la formule classique, elle rime, ou bien si on n'est pas très poétique, on est plus prosaïque, on dit qu'elle bégaye. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pendant qu'on se consacre à effacer les séquelles du passé et à combattre les sursauts, je vais l'appeler de la bête du monde qui se cache derrière le populisme, eh bien on ne repense pas à nos modèles de développement et on a Trump qui ne tire aucune leçon de ses errements passés. Bon, merci beaucoup pour cette appréhension des mécanismes de crise, la comparaison 2008 et puis la crise qu'on vit depuis 2020, la polycrise comme vous l'appelez, Marc-Olivier. On vous retrouve vendredi. On parlera crypto. On parlera pour changer des crises. Système de moyens et moyens de paiement, on verra qu'on est toujours dans la géopolitique. Avec grand plaisir. Marc-Olivier Strauss-Kahn, je rappelle votre livre avec Anthony Benhamou. On parie que vous allez aimer l'économie, paru aux éditions Ellipse.